Pauvre en matière, le royaume de Sumer doit aussi faire venir des minerais de lointaines contrées. Argent, cuivre, lapis-lazuli et or. Ce sont ces nombreuses importations qui assureront la splendeur et le faste de sa capitale. Les ruines d'Uruk abritent peut-être encore des objets précieux. Une aubaine pour les pillards. Toutefois, les images du réalisateur irakien ne montrent aucune trace de saccage, preuve que le site est correctement surveillé. En revanche, l'archéologue découvre les signes d'une érosion croissante. Elle a d'ailleurs du mal à distinguer les différents complexes dans ce vaste ensemble. Avec une superficie de 5,5 km², soit près de 3 fois Monaco, le site d'Uruk est un immense défi pour les archéologues. En 4 millénaires, les couches archéologiques se sont sans cesse élevées. Les experts peuvent les dater, mais sans objet témoin, il leur est impossible de les associer de manière certaine à un souverain. C'est un chercheur anglais qui a découvert les ruines au milieu du 19e siècle. Mais ces fouilles se sont révélées infructueuses. En 1912, l'empereur allemand Guillaume II autorise ses archéologues à explorer le site. Mais les guerres viennent sans cesse entraver les travaux et 1/100 du terrain seulement a pu être sondé. Ces images de la campagne archéologique de 1963 laissent entrevoir toute l'ingéniosité des architectes des palais et temples sumériens. Les murs dégagés à grand-peine lors de ces fouilles sont aujourd'hui de nouveau ensevelis. Vouloir retrouver des traces de Gilgamesh équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. En général, les ruines du sud de la Mésopotamie sont composées d'un seul matériau, des briques en pisé. Or, celles-ci ont subi une forte érosion dans le passé, car le pisé se désagrège sous l'action de la pluie ou du vent. Certaines structures se sont néanmoins conservées. Ce sont généralement les fondations que nous pouvons dégager. Mais une fois qu'elles sont mises au jour, elles deviennent extrêmement vulnérables. Pour préserver les vestiges les plus importants que nous découvrons, il nous faut finalement les rembler. À l'Institut géologique de l'Université de Marburg, en Allemagne, des spécialistes étudient depuis longtemps cette découverte insolite. En 2002, l'Allemand Helmut Bruckner a entrepris des fouilles sur le site d'Uruk. Sur les photos des échantillons géologiques, il identifie clairement la couche que Woolley a découverte en 1927. Sous les dépôts éoliens se trouve la couche archéologique la plus récente, avec des traces de peuplement humain. En dessous s'étend une large bande de sédiments provenant d'une inondation. Enfin, 10 mètres plus bas, on distingue à nouveau une couche témoignant d'activité humaine. Nous sommes descendus jusqu'à 17 mètres de profondeur, où nous avons trouvé ce sable très homogène, appelé sable des dunes. Au-dessus, nous avons repéré des couches correspondant à une inondation. Autrement dit, nous savons que l'Euphrate et le Tigre sont probablement sortis de leur lit et que ces alluvions, ces sédiments fluviaux, se sont accumulés ici. Pour le géologue, c'est une preuve scientifique qu'au moins une grande inondation a eu lieu à Sumer. Cette grande inondation pourrait s'expliquer par le fait que le pays est très plat. Envisageons un scénario catastrophe. Les vents du sud s'abattent sur le golfe Persique, le niveau de l'eau monte et il y a de fortes précipitations dans les bassins de l'Euphrate, du Tigre et du Karun, le troisième fleuve qu'on oublie trop souvent. On peut tout à fait imaginer que la réunion de ces conditions ait provoqué d'énormes inondations. Il y a mis Uruk, une cité florissante. Il donne la fabrication de milliards de briques en pisé. Tous les ouvriers du royaume sont mis à contribution. Les bâtiments sont construits avec ce matériau qui a fait la réputation de la Mésopotamie.
L'œuvre phare du souverain est le mur de protection qui entoure Uruk. Avec ses 11 km de long pour 9 de haut, c'est le plus grand rempart de l'Antiquité. « 5000 ans après la construction de la gigantesque muraille, on distingue encore ses fondations érodées. Jusqu'ici, les archéologues n'ont pas pu identifier son architecte. Je dirais que la renommée de Gilgamesh repose sur la construction de cet ouvrage. C'est vraiment le rempart le plus long que l'on connaisse, et sans doute aussi le plus imposant parce qu'il était très structuré. Cela a dû impressionner les gens. Uruk était une ville imposante et hors du commun. L'épopée vante sa démesure, chiffre à l'appui. 3600 arpents de cité, 3600 arpents de verger et 1800 arpents le temple d'Ishtar. En 1936, la Société orientale allemande engage des archéologues pour mettre au jour le bastion. Ce qui surgit du sable dépasse toutes les attentes. Une saillie se dresse tous les 9 mètres, une tour de guet tous les 100 mètres. Plusieurs pans du rempart ont été construits en briques cuites pour les protéger du vent et des intempéries. Les chercheurs parviennent à dater l'ouvrage entre 2900 et 2600 ans avant. Dans ce paysage, aujourd'hui dominé par un sol aride et des morceaux de débris, s'étendait autrefois un jardin luxuriant et fleuri, des champs et des palmeraies. Des documents anciens indiquent qu'un bras de l'Euphrate et de nombreux canaux traversaient Uruk, ce qui en faisait une véritable oasis. Le géophysicien allemand Jörg Fassbinder a réalisé un magnétogramme de l'ensemble du site pour obtenir une représentation de son sous-sol. À cette fin, il a délimité des carrés de 40 mètres sur 40 chacun. Cet appareil sensible et ultra sophistiqué mesure les moindres perturbations du champ magnétique terrestre. Il ne tolère la présence d'aucun métal dans un rayon de plusieurs mètres, et c'est pourquoi sa structure est en bois et sa visserie en argent. Cette opération permet aux scientifiques de sonder le sol en profondeur sans avoir recours à la pioche. Chaque sol a une stratification naturelle. Si l'homme est intervenu d'une manière ou d'une autre, qu'il a creusé le sol au cours des 5000 dernières années, la stratification naturelle et le champ magnétique s'en trouvent perturbés. C'est un outil de haute précision, lourd et pénible à manier. Chaque jour, le géophysicien parcourt 30 km sous une chaleur de plomb. Cependant, ses efforts ont été récompensés. Les segments mesurés confirment les indications des documents anciens. Comme le montre le magnétogramme, un réseau de cours d'eau quadrillait effectivement Uruk. La métropole commerciale était parcourue de larges voies navigables et de petits canaux destinés à irriguer des jardins. Il y avait peut-être même un trafic fluvial à Uruk. Suite Savoir ainsi tirer profit de l'eau témoigne d'une grande ingéniosité et d'une prouesse révolutionnaire pour son époque. Wir haben inzwischen trocken Wüstenboden, quasi eine. Aujourd'hui, nous avons devant nous un sol sec et désertique, une étendue de terre poussiéreuse où il n'y a ni eau ni végétation possible. Alors qu'il y a 4 ou 5000 ans, la ville était sillonnée de canaux. On pourrait presque la qualifier de Venise du désert. La cité possédait au moins une porte d'eau permettant d'accéder à ces 3 ports. Pour faire venir des marchandises, il fallait passer par ce goulet bien surveillé. À proximité immédiate,
les experts ont fait une découverte surprenante. Dans le lit du fleuve, on a découvert une structure architecturale en forme de bloc qu'on ne s'attendait pas à trouver là. L'appareil de mesure a relevé cette structure à l'extérieur de la ville. Un rectangle noir au milieu du cours d'eau. L'édifice, de 7 à 9 mètres de long, est composé de briques cuites, ce qui indique que sa structure était conçue pour être résistante. Aucun chercheur n'a encore étudié cette énorme construction.